ces domaines de travaux de recherche, avec peut-être, on verra, des éléments de réflexion, de travail en commun. On leur remercie d'avoir accepté de donner ce séminaire aujourd'hui, qu'on écoute avec impatience. Alors moi je prends un micro parce qu'on est tout petit voix. Vous m'entendez ou pas? Reste encore un petit peu plus fort, je dirais. Merci. Alors, je vais effectivement commencer par me présenter et présenter mes axes de recherche pour vous permettre de contextualiser un petit peu cette présentation. Donc moi je travaille principalement sur l'aide à la décision, on va dire. Donc développer des méthodes de révélation des préférences quand il s'agit de décisions individuelles. Décisions individuelles, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'interaction entre la relation médecin-patient, donc de la décision clinique, et au niveau collectif, quand il s'agit de décisions publiques. Donc évidemment, dans la mesure où il y a ces deux niveaux qui sont inhérents au domaine de la santé, il faut que les méthodes utilisées soient adaptées à chaque situation. Et donc, d'avoir travaillé principalement sur la relation médecin-patient m'a évidemment amené à travailler sur l'information et sur la transmission de l'information aux patients. Et surtout, ces travaux, alors dans le domaine de la décision publique, j'ai plutôt travaillé sur l'évaluation contingente, donc les développements écologiques. Et en fait, l'ensemble de ces travaux m'ont conduit, pour essayer de dépasser un petit peu les limites qui sont rencontrées, on va en voir quelques-unes, à m'intéresser à une nouvelle méthode qui s'appelle la Q-méthodologie, la méthode Q en français, qui a été en fait développée dans les années 50 par Stevenson et qui a été ensuite développée dans les années 90 par Brown. Donc l'inventeur de cette méthode était physicien et psychologue. Et en fait, ça permet, cette méthode, d'aller vers des méthodes qui seraient un peu plus interprétatives que ce qu'on a pu avoir jusqu'ici. Alors on a dit qu'il fallait faire un petit QCM avant de commencer la présentation. Alors je vous ai fait un petit QCM qui en fait amène d'une certaine manière le plan de ma présentation. Donc je vous laisse y répondre par oui ou par non de votre côté, on reviendra dessus ensuite, éventuellement. Alors je vais commencer par des éléments de contextualisation avant de vous présenter la méthode Q et un exemple d'application, parce que rien n'est plus parlant qu'un exemple d'application. Alors pourquoi l'évaluation économique dans le domaine de la santé? Il y a trois raisons principales. Le fait qu'il y ait de l'asymétrie d'information, donc à double sens entre l'offreur et le demandeur, le médecin et le patient, mais aussi bien l'État et le citoyen. Le fait qu'on soit dans un système de ressources limitées, c'est ce qui fait qu'on a à faire des choix, sinon on évite de faire le moindre choix. Et que pour ces raisons, il n'y a pas de régulation du marché. Tout ça implique, et sont des raisons pour pouvoir mettre en œuvre des évaluations, pour le besoin d'avoir des évaluations économiques. L'objectif étant donc de maximiser l'utilité à entendre au sens de bien-être, dans un contexte de théorie du bien-être qu'on utilise en économie, où il va s'agir non pas de regarder uniquement les coûts, mais bien de comparer les coûts et les conséquences, donc ce qu'on appelle des études de type coût-bénéfice. Et en ce qui me concerne, je travaille surtout sur l'évaluation en fait, des conséquences. Alors quelques éléments du contexte du point de vue macroéconomique, ensuite du point de vue microéconomique. Donc la majeure partie des pays industrialisés ont renoncé, en général pour des raisons d'équité, à faire du marché le système de régulation. La raison principale tient donc justement à cette asymétrie d'information à double sens qui empêche en réalité la souveraineté du consommateur, ce qu'on appelle la souveraineté du consommateur, de s'exprimer.
Donc asymétrie à double sens parce que le médecin détient de l'information, de par sa formation, mais c'est le patient qui lui détient de l'information sur ce que nous on appelle en économie donc les préférences, on peut appeler le point de vue. Le point de vue, c'est-à-dire que c'est lui qui est le mieux à même de savoir quel est entre deux traitements, donc on va prendre je sais pas, la chirurgie conservatrice ou pas. On va prendre le cancer de la prostate pour les hommes, c'est lui qui va savoir comment valoriser en fait les conséquences de cette intervention. Donc dans la mesure où il y a cette asymétrie d'information, on est en fait privé de cet instrument automatique qui est le marché, et on va donc avoir besoin d'évaluer la qualité de ce qui est fait et l'efficacité au sens de l'efficience. Donc pour cette raison, puisqu'on est dans un système de financement socialisé, on a nécessairement besoin d'avoir une politique de santé qui soit concertée et rationnelle. Et donc, on va avoir besoin de critères, donc de définir ces critères. Mon objectif, c'est d'essayer de définir ces critères en tenant compte du point de vue de celui qui va subir les conséquences de la décision. Donc le citoyen dans le cadre d'une décision publique et le patient dans le cadre d'une décision clinique. Alors en ce qui concerne le contexte microéconomique, la majeure partie des décisions cliniques vont impliquer un arbitrage entre quantité et qualité de vie. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a eu une demande croissante d'information de la part des patients, qui s'est révélée au travers des demandes des associations de malades, donc au tout départ des patients atteints de VIH, et qui ont été généralisés, et les patients atteints de cancer ont aussi été assez demandeurs. Et cette demande d'information est aussi une demande d'autonomie et d'implication dans la décision médicale, ont été à l'origine de la révision donc du concept traditionnel de la relation médecin-patient, pour en arriver, donc pour passer d'un modèle paternaliste, où le médecin saurait ce qui est bon pour son patient, à un modèle de décision partagée. Alors classiquement en économie, la théorie de référence en asymétrie d'information et la relation dite d'agence. C'est une situation dans laquelle, ici, le patient va s'en remettre à un expert qu'il estime mieux informé pour prendre des décisions à sa place. Il y a que normalement cet expert, pour pouvoir aboutir à une décision efficace, est censé pouvoir prendre la décision que le patient maîtrise s'il détenait toute l'information médicale. Et on a bien vu au travers de la littérature qu'en réalité les préférences des médecins et les préférences des patients vont diverger sur certains points, d'où la nécessité de chercher à révéler justement ces préférences des patients. Ce qui va donc poser la question des méthodes des révélations de ces préférences. Alors là, c'est juste un tout petit exemple empirique d'une étude qu'on avait. Alors je suis désolée, je n'ai pas d'exemple concret sur l'infectieux, mais en général, c'est plutôt autour de l'oncologie, qui est le domaine sur lequel j'ai le plus travaillé. Donc là, c'était une étude qu'on avait réalisée où on demandait directement aux patients de faire le choix entre deux modalités d'administration d'un traitement donc, pour les patients atteints de cancer du sein métastatique. Vous avez donc le choix entre la radiothérapie et la chimiothérapie administrée de manière concomitante ou administrée de manière séquentielle, sans enjeu, parce que c'était quand même la première fois qu'on faisait ce type d'études, donc il n'y avait a priori pas d'enjeu vital. Simplement, le traitement séquentiel était censé être moins fatigant du fait qu'il n'y avait pas le cumul des effets secondaires à la fois de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Donc ce que vous avez sur cette diapo, c'est les prévisions justes. On demandait donc pour chaque patient qui était vu, on demandait, parce que quand on avait réalisé cette étude-là, certains des médecins pensaient que d'abord les patients ne souhaitaient absolument pas participer à la décision médicale.
Et d'autres considéraient que de toute façon, ils pouvaient suffisamment influer sur le choix de leurs patients pour leur faire choisir le traitement qu'ils préféraient eux-mêmes. Donc évidemment, tous les médecins qui ont participé à cette étude ont bien voulu jouer le jeu, qui n'ont pas cherché à influer, en tout cas directement, sur le choix de leurs patients. Et là, ce que vous voyez, c'est donc en turquoise, c'est les prévisions justes des médecins. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des médecins qui avaient participé à cette étude, si on leur demandait quel traitement ils choisiraient pour eux-mêmes ou pour leur femme, tous avaient dit qu'ils choisiraient le traitement concomitant. Tous aussi étaient d'accord pour dire qu'il n'y avait strictement aucun enjeu en termes vital entre ces deux modes d'administration. Donc, on leur demandait, pour chacune des patientes qu'ils voyaient, à la fin de la consultation, qu'ils nous disent le choix dont qu'ils pensaient que la patiente allait faire. Et donc, qu'est-ce qui s'est avéré? Eh bien, c'est que leurs prévisions sont plutôt excellentes lorsque les patientes choisissent le traitement qu'ils préfèrent eux-mêmes, c'est-à-dire le traitement concomitant. Donc, on voit que dans 73% des cas, ils avaient fait une prévision correcte du choix de leur patiente. En revanche, il se trouve qu'ils n'avaient pu prévoir que pour la moitié des cas, lorsque les patients allaient choisir le traitement séquentiel, c'est-à-dire le traitement qu'eux-mêmes ne préféraient pas. Donc, juste pour information, les patientes qui avaient choisi le traitement séquentiel étaient des patientes dont le niveau d'étude était plutôt moins élevé, qui exprimaient une forte peur des effets secondaires, on y reviendra maintenant, et qui avaient discuté de ce choix avec leur entourage. Alors ça a du sens dans le sens par rapport aux résultats qu'on peut obtenir dans d'autres études, parce qu'on sait qu'en général, plus le niveau d'étude est élevé, et plus, d'une certaine manière, le temps va avoir de valeur. Donc on peut imaginer que c'est quelque chose qui a pu influer là. Donc ce petit exemple, juste pour vous montrer de la difficulté tout de même de révéler les préférences des patients pour les médecins, et en particulier lorsque ce choix ne correspond pas à leur propre choix, ce qui en même temps est assez commun. Alors toujours élément de contexte, pour vous présenter relativement succinctement et rapidement les différentes méthodes de révélation des préférences qui ont été les plus souvent utilisées. Donc historiquement, venant de la théorie économique, la méthode qui était la plus utilisée, c'était celle des loteries, ou standard gate en anglais. Donc le principe est assez simple. On va proposer à la personne dont on veut révéler les préférences, donc ici des patients, une loterie dans laquelle on va avoir un état de santé certain qu'on va appeler B, qui sera donc donné, et une loterie qui va apporter l'état de santé A avec une probabilité P et l'état de santé C avec son opposé, son complémentaire, une probabilité P-. Évidemment, c'est construit de telle manière que l'état de santé A soit préférable à l'état de santé B, qui lui-même est préférable à l'état de santé C. Et on va faire bouger comme ça, au fur et à mesure, la valeur de la probabilité, donc de 0 à 1, jusqu'à ce que la personne exprime une indifférence entre l'état de santé certain et la loterie. Et au fur et à mesure, comme ça, au patient va pouvoir reconstruire une préférence. Donc vous imaginez bien que c'est pas une méthode qui est la plus facile à administrer à un patient, mais en particulier lorsque ce patient vient d'apprendre un diagnostic qui n'est pas des plus plaisants. Donc une autre méthode a été mise en place, qui était une alternative en réalité à celle du standard gamble, qui était celle du marchandage temps, donc le time trade-off en anglais. Donc là le principe est le même. On a toujours nos états de santé A et B, avec l'état de santé A qui est meilleur, l'état de santé B qui est moins bon, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire varier nos risques, ce que l'on fait varier, c'est le temps, donc la durée dans cet état de santé donné. Le principe est le même, on va faire varier le petit h jusqu'à ce qu'il y ait une indifférence entre l'état de santé A et l'état de santé B. Bon, quelques
quelques études les ont mises réellement en œuvre. Ça fait un petit moment qu'on les voit de moins en moins dans la littérature, mais c'est vrai que c'est celle qui se rapproche le plus de ce qu'on a pu trouver dans la littérature économique. Et les loteries, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le domaine de la finance. Alors connaître un petit peu plus, donc en général, alors ces méthodes-là ont été utilisées, c'est vrai qu'elles sont très difficiles à mettre en œuvre, donc de plus en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait en fait des questionnaires ad hoc, donc spécifiques à chacune des situations que l'on voulait évaluer. Du côté de la décision publique, la méthode la plus utilisée maintenant, bien que c'est assez récent, enfin maintenant elle est plus utilisée, mais ça va faire une trentaine d'années qu'elle a commencé à être utilisée, et c'est vrai que sur les 10 dernières années, elle a été de plus en plus. C'est donc la méthode d'évaluation contingente pour révéler ce qu'on appelle le consentement appuyé ou les SQP. Donc cette méthode, elle sert lorsque l'on n'est pas en mesure d'observer ex ante des comportements sur le marché. En fait, on va procéder par interrogation directe d'un échantillon de personnes, donc soit représentatives de la situation qui nous concerne, soit représentatives de la population générale. Il ne faut pas oublier que le citoyen est aussi un usager potentiel du système de santé. Et donc, en fait, on va recréer un marché fictif sous la forme de scénarios hypothétiques pour pouvoir observer ce que serait une demande si ce marché existait réellement. Donc on va pouvoir mesurer les variations de bien-être. Alors il y a une alternative. Donc là, l'avantage de cette méthode, c'est que comme on va introduire un scénario, on va pouvoir introduire dans ce scénario l'ensemble des attributs que l'on cherche à évaluer. Ce qui n'était pas le cas dans les deux autres méthodes que je vous ai proposées, qui axaient uniquement sur le risque et le résultat. Mais par exemple, on n'avait pas d'informations sur la valorisation, sur la façon d'atteindre cet état de santé. Et une autre méthode qui a été utilisée, qui est dérivée de cette évaluation contingente, c'est celle des choix discrets. Et donc là, l'idée, c'était pour simplifier, on va présenter, on va faire des comparaisons donc 2 à 2. On va définir les attributs donc du programme de santé qu'on cherche à évaluer. Et on va faire varier sur chacune des paires le niveau de certains des attributs. Et à force de choix comme ça, 2 à 2, on va pouvoir aussi reconstituer les préférences. Donc, là, c'est vraiment juste pour vous présenter les méthodes telles qu'elles existent, pour que vous ayez une petite idée de ce qui peut être mis en œuvre. Alors, on va se rapprocher du vif du sujet. Donc, évidemment, toutes ces méthodes vont apporter des résultats très intéressants, qu'elles ont été améliorées au fur et à mesure du temps, que les méthodes économétriques ont été aussi de plus en plus performantes, mais il n'en reste pas moins que les résultats empiriques de ces études conduisent souvent en fait, à remettre en question les hypothèses sous-jacentes de la théorie économique ou éventuellement les données. Alors l'exemple le plus fréquent, c'est la question des réponses que l'on va dire incohérentes. Alors je vais prendre par exemple, je vais revenir sur l'évaluation contingente. Si vous avez 3 programmes de santé, vous pouvez demander à l'individu aussi bien de classer ces programmes de santé de celui qui lui trouve le plus important à celui qui lui trouve le moins important. Vous obtenez comme ça un classement direct. En utilisant la méthode d'évaluation contingente, vous allez obtenir un consentement à payer pour chacun de ces programmes de santé, ce qui veut dire que vous allez pouvoir obtenir un classement indirect, vous allez pouvoir reconstruire la préférence entre ces différents programmes de santé, et vous allez en plus pouvoir avoir de l'intensité en fait, de la préférence. Vous n'allez pas juste préférer un équivalent, il va être X fois préféré A. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, il se trouve qu'on obtient souvent des incohérences entre le classement direct
Et le classement indirect, on peut obtenir par la méthode d'évaluation contingente en fonction du consentement à payer qui est attribué à chacun des programmes de santé. Alors on peut soit suivre directement la théorie économique et considérer que l'individu est censé être rationnel et cohérent. Ce n'est pas nécessairement le cas. Et surtout, il y a certaines situations dans lesquelles une personne, un citoyen, peut trouver, et il y a beaucoup d'études d'ailleurs qui ont travaillé sur le sujet, et qui montrent que l'explication est tout à fait rationnelle entre le fait que l'on puisse préférer un objet A à un objet B, et pourtant attribuer une plus grande valeur à l'objet qui est non préféré. La raison est toute simple, c'est-à-dire qu'on peut pour soi-même considérer qu'on préfère l'objet A, mais considérer que l'objet B aura plus de valeur, par exemple, pour la communauté. Donc, selon le contexte dans lequel on aura placé l'individu, eh bien, il considérera que, par exemple, lui ne veut pas se faire vacciner, mais il va considérer que contribuer au programme de vaccination va être plus efficace parce que va protéger une plus grande part de la population. Donc la question est qu'est-ce qu'on fait de ces réponses-là? Est-ce qu'on les exclut? Et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on décide que certaines préférences n'ont pas de sens, n'ont pas de valeur. Est-ce qu'on les introduit? Voilà, la question est tranchée de manière différente selon les auteurs. Alors c'est un des types d'incohérence qu'on peut rencontrer, il y en a d'autres. Toujours est-il que l'ensemble de ces résultats ont stimulé effectivement l'accroissement de nouvelles méthodes. Souvent, il a été tenté d'associer des recherches qualitatives pour expliquer justement par exemple ces incohérences. Une fois qu'on les a expliquées, on ne sait toujours pas comment les traiter. Alors la Q-méthodologie, elle partage justement, elle vient à mon sens répondre d'une certaine manière à ces limites. Elle a un certain nombre d'avantages de mon point de vue, c'est qu'elle partage donc à la fois l'aspect qualitatif dans le mode de recueil des données, on va le voir plus en détail. Autre avantage principal de mon point de vue, c'est qu'elle n'oblige pas, il n'y a pas de construction imposée en fait par le chercheur. C'est une méthode qui laisse réellement libre l'expression des différents points de vue. Et c'est ce qui va justement permettre qu'elle révèle certaines opinions subjectives qui étaient en fait inattendues. Donc cette méthode, la méthodologie, elle a été inventée vraiment pour ça, pour révéler et mesurer la subjectivité, ce qui peut paraître assez antagoniste. Et elle va donc utiliser cette partie qui permet d'avoir un corpus très large en fait de points de vue et d'opinions, le plus hétérogène possible, donc dans le mode de recueil des données, donc ça c'est l'aspect qualitatif, mais par contre elle va s'en éloigner au sens du traitement des données qui là est une analyse factorielle. Alors le Q de la Q-méthodologie vient en fait en opposition au R. C'est-à-dire qu'en fait, la matrice des données est inversée par rapport à ce qu'on utilise habituellement comme coefficient de corrélation. Et donc, d'où la Q-méthodologie, c'est en opposition à ce qui serait des R méthodologies. Alors, cette méthode, je vous disais tout à l'heure, elle a été introduite par Stephenson en 1935, qui était un physicien et un psychologue, et qui était en fait assistant de Charles Spearman, qui est l'initiateur de l'analyse factorielle. Elle a pour objectif d'explorer la subjectivité. Ça peut être les croyances, ça peut être les opinions, ça peut être les points de vue individuels. En économie, ce qui se rapproche le plus des points de vue, c'est justement les préférences. Et elle va garder en même temps la transparence et la rigueur des méthodes qui sont fondées sur les mathématiques. Donc c'est pour son aspect quantitatif. Alors on peut l'avoir de diverses manières. Certains vont considérer qu'elle va dépasser l'opposition traditionnelle entre quantitatif et qualitatif. Alors c'est pas toujours évident, d'ailleurs quand on présente des études, les quantis ont plutôt tendance à avoir des problèmes avec l'aspect qualitatif et les qualis ont plutôt tendance à avoir des problèmes. Donc voilà, c'est
pas encore tout à fait réunie. On peut l'avoir comme une alternative. En ce qui me concerne, moi je la vois plutôt comme un complément des différentes méthodes qu'on utilise déjà. Alors pour rentrer plus dans le détail, vous avez une idée globale de comment elle fonctionne. Le principe est le suivant, on va présenter un certain nombre d'items. Alors ces items, ça peut être des affirmations, ça peut être des petites phrases, ça peut être des images, ça peut être des photos, ça peut être des visages. Différentes choses sont utilisées. Donc, on va présenter aux individus des énoncés, des items, des étiquettes sur le sujet qu'on cherche à étudier. Et on va leur demander de classer ces items en fonction de leur point de vue sur une grille de classement qui est une pyramide. Voilà, donc en fait on a une distribution quasi normale qui est imposée. Et donc on va avoir rien. On a cette grille et on va demander aux individus de classer chacun de ces étiquettes, de ces énoncés sur cette grille de classement, allant de ceux qui leur semblent le plus importants ou moins importants, ou ceux avec lesquels ils sont le plus en accord ou le plus en désaccord. Apparemment une petite animation que j'avais oubliée. Donc on obtient des Q-sortes, des classements. Et ces classements qui vont être ensuite analysés dans l'analyse factorielle. Donc ce qu'on va obtenir en fait, ce sont des profils de points de vue. On va obtenir les profils, les points de vue les plus représentatifs en fait de la population. Alors on n'est pas du tout dans une approche de savoir combien de personnes vont adhérer à ce point de vue-là. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir les points de vue les plus saillants. Alors, un peu plus en détail, donc le principe, ça se fait en cinq étapes. Donc la première étape, qui est une étape qui est pratiquement la plus longue en fait lorsqu'on utilise cette méthode, c'est donc la question de la collecte des items. Alors ça va être fait par les entretiens individuels avec l'ensemble des personnes qui peuvent être concernées par le sujet que l'on cherche à étudier. On va évidemment faire une revue de littérature, on peut utiliser des focus group, puisqu'on n'obtient pas les mêmes informations à partir d'entretiens individuels et de focus group, puisque dans le focus group, on va avoir l'interaction entre les individus, et donc des oppositions qui vont pouvoir ressortir. Et ça, l'objectif, c'est d'obtenir en réalité les items, l'ensemble d'items le plus vaste possible, le plus hétérogène possible. On va donc en fait générer le plus grand nombre d'items possible et le plus hétérogène possible au départ. Dans la deuxième étape, il va falloir extraire ce qu'on appelle donc le Q7, c'est-à-dire un sous-échantillon des items qu'on va réellement faire classer. Alors vous imaginez bien que les individus, vous, moi, ceux qui vont être enquêtés, on n'est pas capable de classer 158 énoncés. Donc évidemment qu'il faut restreindre un minimum cet énoncé, tout en gardant la représentativité de toutes les dimensions en fait, qui ont été abordées sur le sujet qu'on cherche pour lequel on se pose une question. Pour ce qui est de la pyramide là, que je vous ai montré, sur laquelle on va classer les items, là c'est une des pyramides possibles. On peut modifier à loisir la forme de cette pyramide. Et évidemment, on ne va pas d'emblée demander aux individus de classer sur la pyramide. En fait, on va les aider, il y a un petit processus. Alors, on a beaucoup d'outils maintenant qui sont disponibles, on peut faire ça en ligne sur un ordinateur, ce qui évite d'avoir des étiquettes qui vont tomber partout de la table, parce qu'au départ, c'était sur une feuille avec des petites étiquettes coupées. Mais on va leur demander d'abord de classer en 3 piles chacun des énoncés, de ceux avec lesquels ils sont le plus en accord, ceux avec lesquels ils estiment qu'ils ne peuvent pas avoir d'opinion particulière, ils sont donc neutres, ces énoncés-là, et ceux avec lesquels ils sont le plus en accord. Et après, on va leur demander
de les ranger dans la pyramide en leur demandant de commencer par les extrêmes, c'est-à-dire les plus importants de chaque côté de la pyramide. Cette première étape, évidemment, va leur permettre de se familiariser une première fois avec l'ensemble des énoncés. L'avantage qu'on a aussi avec le fait qu'on puisse faire ça en ligne maintenant, c'est que les énoncés peuvent être présentés de manière aléatoire. Donc ça nous évite aussi d'avoir un effet d'ordre qu'on peut observer souvent dans les questionnaires. Ça, c'est un des problèmes, par exemple, avec l'évaluation contingente, avec différentes méthodes, c'est que si on cherche à évaluer plusieurs programmes de santé, on va avoir un effet d'ordre si on les présente toujours dans le même ordre. Donc ensuite, la troisième étape, ça va être de définir le P7, donc les personnes à qui on va proposer le classement. Et donc ce qu'on va chercher à obtenir, c'est non pas la représentativité de la population, mais plutôt à interroger des personnes qui pourraient avoir des points de vue les plus différents, les plus opposés les uns aux autres. Donc ensuite, on va faire l'exercice de classement dont je vous ai parlé. On rajoute éventuellement des questions, bien entendu, de contexte si nécessaire. Et surtout, ce qui est important, et c'est ce qui va être... parce que l'idée, c'est pas d'avoir... Au niveau de l'interprétation, ça ne va pas être de regarder un item par rapport à l'autre. Et c'est là l'intérêt majeur de cette méthode, c'est que c'est vraiment l'ensemble des items, les uns par rapport aux autres, que l'on va pouvoir évaluer. Et c'est vrai que dans les différentes méthodes que je vous ai présentées, souvent on focalise sur un ou deux aspects du bien qu'on cherche à évaluer, sur lesquels on cherche à obtenir les préférences. On va demander aux individus de nous expliquer pourquoi ils ont classé les 4 items aux extrêmes qu'il y avait sur la grille. Donc là, c'est une grille qui va de -3 à +3, elle va aller de +5 à -5, ça n'a pas une grande importance. Mais évidemment que les énoncés qui sont mis aux extrêmes vont être pondérés, vont avoir une pondération plus importante que ceux qui vont exactement à la pondération en fait, de la colonne à laquelle ils appartiennent. Donc par contre, un énoncé qui serait classé à la première ligne en -1 a strictement le même poids que celui qui est classé à la dernière ligne en -1. Donc on va leur demander de nous expliquer pourquoi ils ont classé chacun de ces énoncés aux extrêmes, et c'est ça qui va être utilisé dans l'interprétation. Alors, la dernière étape, évidemment, c'est l'analyse des données et l'interprétation. Donc, c'est une analyse factorielle classique. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les répondances sont considérées comme des variables ici. Et ce sont les énoncés, les items, qui vont être considérés comme des observations. C'est ça, cette inversion de la matrice. Donc, ce qu'on va donc obtenir, c'est vraiment un point de vue. On va obtenir des points de vue standard, on va dire. Le facteur va en fait être une description de ce que serait le point de vue le plus représentatif. On va obtenir que chaque facteur va correspondre à un point de vue. Donc l'objectif, c'est d'avoir un échantillon des points de vue exprimés, et pas un échantillon de catégories d'individus. Alors, ça c'est une des limites, mais je peux en parler maintenant. Donc l'idée, c'est pas de savoir, un point de vue n'est pas plus important parce qu'il y a plus d'individus, donc non pas plus d'individus, mais plus de classements, plus de Q-sortes, qui sont corrélés à ce facteur-là. Si on voulait savoir après quelle est la part de la population qui se retrouve le plus dans un point de vue que l'on aurait révélé, il faudrait leur refaire une enquête, profiler d'une autre enquête, résumer chacun des facteurs, donc chacun des points de vue, et alors demander aux individus quel est celui qui leur convient le mieux. Alors là, on saurait exactement quelle est la part de la population, si c'était ça qui était important, qui adhère le plus à tel et tel point de vue, ce qui peut être utile dans certaines situations. Alors, quels sont les domaines potentiels d'application de cette méthode? Ils sont assez nombreux.
Donc celui évidemment qui m'intéresse moi, c'est le travail qui est celui de la régulation des préférences, parce qu'on nous permet d'avoir de l'information sur les différents profils de préférences, mais elle peut aussi éventuellement être utilisée dans l'objectif de construire un scénario, de construire un questionnaire qui serait éventuellement présenté à un échantillon important, donc retourner vers du quanti, mais en ayant utilisé cette valeur ajoutée de la méthodologie qui est d'englober l'ensemble des dimensions et l'ensemble des points de vue. Elle peut servir effectivement pour la définition de facteurs contextuels. Ça peut être aussi pour l'implémentation de modèles comportementaux, etc., etc. Elle peut être un objectif en tant que tel, elle peut être une étape d'un projet de recherche plus important. Alors les points forts et les limites. Moi, je m'en ai un petit peu parlé. Donc pour moi, le point fort l'un des points forts le plus important, c'est effectivement l'émergence de points de vue qui vont être inattendus, qui vont être contre-intuitifs. Effectivement, chaque fois qu'on fait des recherches, on a évidemment des hypothèses et on va construire nos questionnaires autour de ces hypothèses, ce qui fait qu'on va pouvoir passer à côté d'une des dimensions peut-être de la question, parce que l'objectivité absolue, je ne crois pas que ça existe. Donc là, un des avantages majeurs de cette méthode, c'est que comme on va enquêter une population la plus hétérogène possible, qui va avoir les points de vue les plus différents possibles, que les énoncés vont être générés à partir de tous ces différents points de vue. Et après, ce qu'on va obtenir, les résultats, donc les facteurs, les points de vue qu'on va obtenir, nous auront permis aussi de mélanger l'ensemble des informations de chacune des sources en fait, qu'on aura utilisées pour générer les items au départ. Ça sera absolument plus clair dans l'exemple empirique que je vais vous présenter tout de suite après. Autre avantage évident, c'est qu'elle ne dépend pas de la capacité des répondants à proposer une articulation rationnelle ou cohérente, parce que justement, on a cette capacité de pouvoir classer l'ensemble de tous ces items-là. Et ce qui va ressortir, c'est effectivement un point de vue type par l'analyse factorielle. Donc, on ne va pas demander à l'individu d'avoir une cohérence absolue. Donc, on va, du point de vue de la... Il peut être cohérent lui, mais du point de vue de la rationalité économique. Et effectivement, ça permet d'obtenir une structure très simple, c'est-à-dire qu'on va obtenir 2, 3, 5 facteurs au maximum, 5 points de vue, à partir d'une structure qui, elle, est assez complète, dans laquelle on aura pu englober l'ensemble des dimensions. Alors les limites, ça peut être effectivement la subjectivité, le fait que ce soit peu généralisable. Effectivement, il va falloir faire une seconde enquête, une deuxième étape, si on veut savoir quelle est la proportion d'individus qui adhèrent à chacun des points de vue. Et ce qui est souvent questionné, c'est l'aspect forcé de la distribution, mais en réalité, du point de vue de l'analyse factorielle, on peut tout à fait faire varier la forme de la pyramide. Ce qui importe, en fait, c'est la pondération qu'on peut attribuer à chacun de ces items. Alors, elle a été utilisée assez récemment et pratiquement, pas du tout en fait, dans le domaine de la santé en France. Bon, après, c'est une méthode qui est assez récente, mais elle a été utilisée dans différents domaines. Vous pouvez voir sur la diapo. Et moi, je l'ai utilisée dans le contexte des procédures d'autorisation de mise sur le marché pour les anticancéreux, dans le contexte du cancer du sein métastatique. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est cette méthode-là qu'on a utilisée dans ce contexte-là, donc de la procédure d'autorisation de mise sur le marché. L'idée, c'était de questionner les critères d'efficacité qui sont retenus, qui sont des critères d'efficacité, de sécurité, qualité, d'efficacité qui sont quand même assez vagues et assez peu définis. Donc le contexte
de cette étude, c'est que même si il y a eu beaucoup de progrès thérapeutiques dans le domaine du cancer, de l'oncologie, les bénéfices en ce qui concerne les cancers métastatiques restent modestes en regard de ce qui a pu être fait dans le contexte adjuvant. Le fait qu'il est apparu sur le marché des molécules qui améliorent la survie sans rechute, mais qui ne vont pas avoir très peu d'effet sur la survie globale et qui sont évidemment très coûteuses. Donc là, l'exemple classique étant celui du bevacizumab, qui apporte 3 mois de survie sans rechute supplémentaire pour son utilité. Et c'était aussi dans un contexte où il y avait l'affaire Mediator qui défrayait la chronique et qui posait quand même un certain nombre de questions justement sur ces procédures d'autorisation de mise sur le marché, surtout sur l'usage, mais dans l'imaginaire collectif, c'est ça qui était mis en question. Donc, ce que nous avons fait là, et c'est ce qu'aussi nous permet la Q, c'est de pouvoir enquêter l'ensemble des protagonistes, l'ensemble des personnes qui vont être concernées par le sujet d'étude, qui était donc ici l'autorisation de mise sur le marché, en tout cas pas l'autorisation en tant que telle, mais la procédure d'autorisation de mise sur le marché. Et donc on a récolté des énoncés, donc dans la première partie, cette première phase de la méthode, aussi bien auprès d'oncologues, de décisionnaires publics, de membres de l'industrie pharmaceutique et donc de consommateurs potentiels, qu'ils soient patients, c'est-à-dire déjà atteints d'un cancer, ou de la population générale. Et donc on a pu recueillir des items, des énoncés, auprès de l'ensemble de ces protagonistes. Donc très rapidement, sur le principe, sur le fonctionnement que vous devez connaître de l'autorisation de mise sur le marché, donc les critères de décision qui sont affichés sont ceux de qualité, d'efficacité et de sécurité. Donc maintenant ça se passe, en tout cas pour les anticancéreux depuis 2005, c'est la procédure européenne qui est généralisée, donc ça va se passer auprès de l'EMA. Ça sera la FDA et selon les schémas pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni. Une fois que l'autorisation de mise sur le marché aura été donnée, après évidemment avis du CNPH, après avis de la commission. Dans un deuxième temps, c'est pas de poser la question si l'industrie pharmaceutique souhaite que son médicament soit remboursé, il va donc y avoir une deuxième étape après l'autorisation de la mise sur le marché, qui là va présenter, donc là ça va devenir non plus au niveau européen, mais ça va dépendre pour chacun des pays, il va y avoir une procédure spécifique. Pour nous, c'est à la HAS que ça se passe, avec la commission de transparence. Donc vont être évalués le service médical rendu et la valeur ajoutée donc, de la molécule en question, et vont être définis le taux de remboursement et le coût du traitement. Donc on a une déconnexion entre l'autorisation de mise sur le marché et l'évaluation du coût du traitement et de son taux de remboursement, ce qui peut se justifier d'un côté, ce qui peut aussi questionner, parce que quel sens ça pourrait bien avoir de mettre sur le marché une nouvelle molécule si les personnes qui en auraient besoin ne peuvent pas toutes y avoir accès. Une question en tout cas qui peut se poser. Alors concrètement, on a obtenu un ensemble de 34 énoncés après avoir mené des entretiens individuels et des focus group auprès de l'ensemble des protagonistes dont je viens de vous parler. On a différentes dimensions qui sont ressorties de cette première phase, qui sont donc la qualité de vie, les biens cliniques, et tout ce qui concerne la procédure d'autorisation
de mise sur le marché elles-mêmes. Et oui, alors juste pour une précision, il y a certains items qui peuvent être libellés de manière générique. Il y a certains items qui ne peuvent être, dont on ne peut répondre que individuellement. Par exemple, est-ce que la qualité de vie est plus importante que la durée de vie? Il n'y a évidemment pas de bonne ou mauvaise réponse à ce type de questions-là. C'est ce qui va dépendre de chacun, justement, des préférences de chacun des individus qui sont enquêtés. Dans ce cas-là, c'était libellé à la première personne. Donc on a présenté dans une deuxième phase ces 34 items. On leur a demandé donc, de les classer de ceux avec lesquels ils étaient plus en accord à ceux avec lesquels ils étaient le plus en désaccord, en suivant la procédure que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc on avait un échantillon qui était assez large. Donc ça c'est un autre avantage dont je ne vais pas parler de cette méthode, c'est qu'elle nécessite un échantillon finalement relativement faible. On peut très bien enquêter une trentaine de personnes pour obtenir ces points de vue. On n'est pas dans des enquêtes où on va avoir besoin de 1000 personnes, 500 personnes. Et là, on avait un échantillon relativement large pour une enquête de ce type-là, parce qu'on voulait pouvoir traiter les données pour chaque sous-population. On voulait aussi pouvoir obtenir les points de vue à l'intérieur des groupes des patients, des médecins, des décisionnaires, etc. Donc, pour pouvoir faire ces sous-analyses potentiellement, on avait un échantillon qui était relativement large pour ce type d'études. On a effacé ce questionnaire en face à face, mais avec un ordinateur pour les patients et pour la population générale, ce qui permettait aussi de les guider, de répondre aux questions au fur et à mesure. Et par contre, pour les oncologues, les décisionnaires publics et les membres de l'industrie pharmaceutique, ils pouvaient le faire en ligne directement. C'est aussi un des avantages, on peut envoyer un lien dans un email aux personnes qu'on veut enquêter, et ils peuvent remplir le questionnaire en ligne au moment où c'est le plus simple pour eux. C'est vrai que par exemple pour des médecins, c'est assez pratique. Parce que c'est difficile en général de pouvoir trouver un temps pour faire ça en face à face. Alors, il y a des logiciels spécifiques qui existent pour analyser les données quand on utilise cette méthode. Alors la règle pour sélectionner les facteurs, donc on fait notre analyse factorielle, on va extraire différents facteurs. La règle que j'avais utilisée, donc la règle minimale est qu'il y ait qu'il n'y ait qu'un seul curseur qui soit corrélé strictement au facteur et uniquement corrélé à un facteur. Et évidemment, l'intérêt, c'est de minimiser la corrélation entre les facteurs pour avoir des points de vue en réalité les plus distincts possibles. Alors là, ce que vous avez, c'est, je fais assez rapidement parce que l'idée, c'est vraiment une application empirique, mais je pourrais laisser de la place après aux questions. Donc de cette étude, on a obtenu 3 facteurs, donc 3 points de vue. On a donc une sorte exemplaire en réalité, hein. Ça permet de reconstruire en fait un point de vue, le point de vue typique de chacun des facteurs. Donc ce qui en est ressorti, c'est que ce premier facteur, donc on a, alors pour ce qui est de l'interprétation des résultats, dont je l'ai dit tout à l'heure, on cherche, il ne s'agit pas du tout de regarder où est positionné un statement en tant que tel. L'analyse, c'est vraiment de voir le mode de placement de ces items qui est le plus proche entre les différents curseurs. C'est comme ça qu'on va obtenir ce facteur. Et donc l'interprétation, elle se fait de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est globalement qu'il faut prendre ces statements les uns par rapport aux autres. Ce qui donne un petit effort d'interprétation. Et surtout, on utilise beaucoup aussi les commentaires qui sont faits sur les raisons pour lesquelles ces classements, les items sont positionnés aux extrêmes. Alors, bon, évidemment, là, je vous ai mis le facteur type, le curseur type du premier facteur. Les petites couleurs sont censées vous guider sur les différentes dimensions en fait, qui étaient représentées donc, dans cet ensemble d'items. Donc
Donc en rose, tout ce qui concernait la qualité de vie et les effets indésirables. En kaki, vert, tout ce qui concerne les gains cliniques. Et en bleu, tout ce qui concerne spécifiquement la procédure d'autorisation de mise sur le marché. En violet, ce qui se rapporte à la question de l'évaluation du coût des traitements. Et ce que vous voyez en blanc, c'est qu'en fait, on va demander aux individus le point de neutralité. Le point de neutralité n'est pas nécessairement à zéro. Il se trouve que dans l'ensemble des statements qui sont proposés, on peut être d'accord avec un plus grand nombre d'items envers lesquels on n'est pas d'accord. Donc là, le point de neutralité se situe entre 0 et moins 1. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qui va expliquer le titre de ce facteur. Donc ce facteur, on l'a appelé donc, qualité de vie, coût d'opportunité et démocratie participative. Donc avant de le détailler, donc là, on voit bien que l'un des points principaux, c'est la qualité de vie. Alors ce qu'il faut bien regarder, c'est par exemple cet item-là. De mon point de vue, la qualité de vie est un critère secondaire par rapport à la durée, dans la mesure où les côtés où on n'est pas d'accord, mais il faut bien le considérer comme étant, je considère la qualité de vie comme étant plus importante. Alors ce facteur-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se compose de décisionnaires publics, il se compose de patients, de membres de la population générale et d'oncologues. Alors, pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique, ils ont bien voulu jouer le jeu dans la phase de recueil des énoncés. Par contre, visiblement, ils n'ont pas voulu répondre au questionnaire pour la deuxième phase. Donc, en fait, on a uniquement deux membres de l'industrie pharmaceutique qui ont répondu au questionnaire. Et il y en a un seul qui va se retrouver corrélé à l'un des facteurs. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir que finalement, ce facteur qui est axé donc, sur la qualité de vie, mais pas uniquement sur la qualité de vie. Alors je rappelle, c'est le cancer du sein métastatique, donc la qualité de vie a un impact d'autant plus important que l'on va être plutôt en palliatif qu'en curatif. Ce qui est particulier de ce facteur-là, et c'est vraiment ce qui va distinguer, alors vous avez ici donc les facteurs qui sont en italique, qui sont les facteurs qui font consensus. Ça veut dire qu'ils font consensus sur l'ensemble des trois facteurs. Et ceux qui sont en gras, qui sont les facteurs distinctifs, on va dire, qui sont les statements qui vont vraiment faire la différence d'un facteur à l'autre. Et donc là, ce qui est très spécifique à ce facteur, c'est tout ce qui concerne le coût, qui se retrouve de manière assez importante, qu'on retrouve aussi là-bas, où là on considère bien dans ce facteur qu'il faut tenir compte du coût du traitement. Et ce que je voulais vous montrer au travers de ce facteur-là, c'est qu'il se trouve qu'il y a des patients qui ont exprimé cette idée-là. C'est-à-dire ce que nous permet cette méthode-là, c'est que quand on a fait la phase de recueil des données, on a fait une analyse qualitative, purement qualitative sur cette première phase. Et en fait, ce qu'on va retrouver, évidemment, c'est que les membres de l'industrie pharmaceutique et les décisionnaires publics vont être intéressés parfois par la procédure d'autorisation de mise sur le marché, par la procédure elle-même, ses modalités, et par le coût des traitements. Qu'est-ce qu'on va voir, c'est que les médecins vont être aussi plus ou moins intéressés, alors là, à plus ou moins divers degrés, par le coût des traitements et par la qualité de vie, et les patients et les populations générales qui vont être intéressés par la qualité de vie. Ce que va nous permettre cette méthode-là, c'est de voir qu'en réalité, si on leur donne l'ensemble, si on donne à chacun des protagonistes l'ensemble des énoncés et des dimensions qui vont concerner la question, donc ici la procédure d'autorisation de mise sur le marché, et sur les critères à retenir pour cette procédure, en
réalité, on va avoir des points de vue qui vont s'articuler pour chacune des personnes autour de toutes ces dimensions, et c'est ça qui fait la richesse principale de cette méthode. Alors, je vais passer au suivant, parce que l'objectif, c'est pas très ce que vous avez ici, c'est l'un des commentaires, par exemple, qui va être fait pour étayer, c'est ce qui va permettre d'interpréter au mieux chacun de ces facteurs. Donc, on va se baser sur ces commentaires qui sont faits. Donc là, par exemple, HDR, c'est un décisionnaire public, qui va nous dire que la qualité de vie doit être intégrée comme un critère, en tant que critère majeur, en particulier donc pour des molécules qui améliorent peu la survie. Donc juste des facteurs, alors ça c'est le deuxième facteur, ce facteur-là, il est en réalité donc, beaucoup plus centré sur la perspective du patient et sur la qualité de vie. Je vous disais quelque chose de très important sur le facteur précédent, c'était cette notion de démocratie participative, en ce sens que c'est un point de vue qui exprime aussi alors, la transparence des résultats, ça c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long des facteurs. Mais là, il considérait aussi qu'il était important que dans la commission soit intégré un patient et éventuellement un membre de la population générale. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que les patients de la population générale expriment ce point de vue-là, on va dire qu'on peut tout à fait s'y attendre. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que ça correspond aussi à un point de vue pour lesquels sont corrélés des décisionnaires publics et des oncologues. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez s'attendre à ce que la qualité de vie soit quelque chose, un critère qui soit mis en avant. C'est pas ça qui est le plus intéressant. On se dit bien que la qualité de vie va être un facteur qui va être considéré comme important par des patients. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la fois sur ce facteur-là, on voit que la question de la prise en compte du coût dans les décisions publiques est quelque chose qui est important pour les patients et pour la population générale. Donc c'est un des points de vue, ça veut dire que c'est le point de vue, mais c'est un des points de vue. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que l'idée d'une démocratie participative, donc d'une implication des patients et des citoyens, est aussi quelque chose qui est considéré important par les professionnels, c'est-à-dire par les oncologues, par les décisionnaires publics. Donc vous voyez la couleur, vous voyez la répartition des couleurs qui vous donne un petit peu une idée des dimensions qui sont mises en avant sur chacun des points de vue. Donc là on voit bien que on avait assez peu de verre tout à l'heure, là on a beaucoup plus. Et c'est la qualité de vie qui va ressortir. Et là par contre on va être exclu toute notion d'intégration du traitement dans la décision publique. Et donc le troisième facteur, qui lui est un facteur qui va être très typiquement centré sur la durée de vie, en réalité sur le gain clinique, qui est, cela dit, un facteur qui est aussi représentatif, un point de vue qui est aussi représentatif à la fois de médecins et de patients. Donc après, si on voulait savoir quel est le point de vue le plus représentatif, il faudrait résumer, détailler, exprimer chacun de ces points de vue et aller demander quel est le point de vue qui correspond le mieux à chacune des personnes qui nous intéressent, donc les patients, l'éducation générale, etc., etc. Si on voulait vraiment avoir une idée du point de vue le plus présent dans la population. Là, c'est pas ça l'idée. Donc ce qui ressortait évidemment, puisqu'on était en plein affaire médiator, c'était toute la question de la transparence des résultats, toute la question autour de l'éthique, et la nécessité de faire passer l'information clairement sur
sur la procédure prévue. Alors, juste pour terminer, pour vous laisser place à quelques questions éventuellement, ce qui a plus de temps que ce que j'imaginais. Donc, quelques points de conclusion que l'on a déjà abordés. Qui est le plus important de mon point de vue et qui, à mon avis, illustre bien l'intérêt de cette méthode, c'est que justement les points de vue ne sont pas dépendants de la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de vue des médecins, un point de vue des patients et un point de vue des décisionnaires. On voit bien que ces points de vue sont mixés entre les différentes populations, ce qu'on n'aurait pas eu si on ne les avait pas organisés de cette manière-là. Très rapidement, on avait quelques points de consensus qui sont que il y a un critère de non-infériorité qui est utilisé dans la procédure d'autorisation de mise sur le marché. On peut dire que là, l'ensemble de la population est plutôt contre ou neutre ce principe-là. Toute la question de la nécessité de réévaluation régulière des molécules qui sont mises sur le marché et la question de la transparence. Et évidemment, mise en avant la question de l'importance de la qualité de vie qu'il faudrait intégrer en tant que critère à part entière. On peut toujours objecter que si on améliore la survie sans rechute, on améliore la qualité de vie. C'est peut-être pas forcément suffisant. En revanche, il en ressort des points qui font débat, qui sont la question d'intégrer ou pas l'évaluation du coût du traitement dans la procédure d'autorisation de mise sur le marché elle-même. Et cette question d'intégrer un représentant de la population générale ou d'un patient dans le comité d'évaluation de mise sur le marché et celle d'intégrer aussi l'évaluation des effets secondaires par les patients et uniquement par les médecins. Je m'arrête là. Alors, question. Sur le plan strictement méthodologique, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que c'est utile ou pas, est-ce que ça a un sens de comparer vis-à-vis de distribution au hasard sur les 34 étiquettes? Et deuxième question, je réponds à votre question. si je prends les 34 étiquettes et que je les jette sur ma table, elles vont se répartir dans les 34 cases, disons que c'est le hasard. Et donc, est-ce que c'est utile ou pas de comparer vis-à-vis de distribution au hasard, sur le plan vraiment de la méthode, est-ce que c'est intéressant de faire ressortir des choses qui ne sont apparemment pas liées au simple hasard de la distribution? Et deuxième question, est-ce qu'on teste ou pas c'est un peu la même question en réalité. Est-ce qu'on reteste ou pas la reproductibilité? C'est-à-dire si je repose le questionnaire un mois après aux mêmes personnes, est-ce qu'en gros les réponses sont robustes ou est-ce que non, finalement ça varie un mois après, les opinions ont changé énormément, ce qui peut être d'ailleurs en soi quelque chose d'intéressant à observer aussi. Et puis après j'ai une question, ça c'est deux questions un peu techniques, et j'ai une question, j'ai pas bien compris le point, c'est un point extrêmement important pour nous actuellement, le fait d'être contre la non-infériorité. Je n'ai pas bien compris en réalité dans quel sens il faut le comprendre, c'est-à-dire que globalement les personnes interviewées, disons, sont contre la non-infériorité, c'est-à-dire elles sont pourquoi alors? Dans quel sens après? Et c'est une question qui est effectivement extrêmement importante dans les processus de décision actuellement sur les médicaments, y compris dans notre métier à nous de molécules contre les microbes. Alors je vais commencer par la dernière, parce que sinon je me suis arrêtée dessus. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'ils considèrent qu'un critère de non-infériorité n'est pas un critère valide, ce n'est pas suffisant. Une nouvelle molécule n'apporte pas finalement le bénéfice. Ce qui est réfuté, c'est que si on met une nouvelle molécule sur le marché, alors il faut qu'elle amène au minimum le bénéfice, et non pas qu'elle soit équivalente à ce qui existe déjà sur le marché. Le bénéfice pouvant être une nouvelle, étendre la population cible. Ça, c'est bien considéré comme un bénéfice pour le coup. Et c'était vraiment dans ce sens-là que c'était exprimé. Je me permets, c'est vraiment important. C'est vrai que c'est un point de
de réflexion et de décision tout à fait moderne, actuelle, quel que soit le type de molécule. La plupart des molécules cancéreuses, mais on a exactement, évidemment, le même type de réflexion sur des molécules anti-infectieuses. Exactement. Et ça, c'était vraiment, enfin, voilà, vraiment quelque chose, un point effectivement qui est ressorti comme important et qui, effectivement, a un point de vue qui est transverse aux trois facteurs, qui correspond bien à... Donc là, pour le coup, on peut dire que c'est représentatif. Pour ce qui est de la question de la comparaison avec de l'aléatoire, non, là, dans ce cas particulier, je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt particulier, puisque c'est... alors, petite question de détail, on a, justement comme c'est en ligne, on a le temps mis à classer en fait, les items, et moi-même, effectivement, je vais le nombre de fois que je teste, je vais voir effectivement le temps que je mets, si je mets si je mets le plus vite possible, c'est-à-dire que je ne réfléchis absolument pas et que je ne le lis pas, et tout ce qui est considéré comme étant inférieur à ce seuil-là est supprimé de l'échantillon. Et pour ce qui est de la reproductibilité, alors ça c'est effectivement une des questions qui rejoint la question de l'incohérence, quelque chose qu'on a trouvé dans les méthodes précédentes. Alors là, je n'ai pas un test retest dans le temps. En revanche, évidemment, une des questions qui se posaient, puisque c'était de savoir si ces facteurs allaient ressortir, y compris dans les sous-populations, ce qui rejoint une forme de test retest. Mais ce n'est pas dans le temps. On retrouve exactement, effectivement, ces trois points de vue spécifiques. Alors, il y a quelques légères différences, mais vraiment très minimes, dans chacune des sous-populations. Après, oui, évidemment, ça serait intéressant de voir si, parce que la procédure a évolué, ça fait aussi évaluer les points de vue. Alors, d'autres questions? Biologiste. De mon point de vue, c'est exactement l'opposé de ce qu'on fait en séquençage ou autre. Ça semble éloigné. Mais quand on fait des séquences, on a des pyramides comme tout. La différence, c'est des pyramides observées, tandis que là, c'est une pyramide forcée en quelque sorte. Mais en fait, sur une notion de densité, c'est intéressant par rapport à ce qu'on fait en biologie, où on travaille aussi en densité en réalité, mais on essaie d'observer la densité, tandis que là, en quelque sorte, on force un peu la densité, puisque les gens doivent respecter le canevas qui est celui-ci. C'est une forme de méthodologie. Et d'autres questions? Non? On vous remercie beaucoup pour cette présentation.